Lecture du CTMU, dualité et conspension. Le principe de l'hologie, autocomposition. L'hologie, une analogie logique de l'holographie, caractérisant la relation la plus générale entre la réalité et son contenu, est une forme d'autosimilarité dans laquelle la structure globale de l'univers est partout distribuée en tant que syntaxe acceptante et transductive, aboutissant à un support syntactique homogène. C'est-à-dire que, puisque la réalité exige une syntaxe constituée de lois générales de structure et d'évolution, et qu'il n'y a que la réalité elle-même pour servir cet objectif, la réalité comporte sa propre syntaxe, auto-distribuée, dans l'unité multiplexe, qui caractérise la relation globale entre syntaxe et contenu. Donc l'holographie, c'est une relation entre plusieurs informations, avec l'hologramme, qui est une reproduction de la structure qui prend une sous-forme de la structure des lasers qui se projettent pour créer cet hologramme. Donc il y a deux formes d'informations qui reflètent la même structure. Et ici, on a également l'idée que la logique globale de l'univers se retrouve distribuée dans des sous-parties de l'univers en tant que syntaxe acceptante qui accepte de reconnaître certaines informations qui sont produites. L'univers, toutes les parties de l'univers acceptent les mêmes informations et transductive, elle transforme ces informations. C'est reconnaissance, perception, transformation, cognition. La logique globale, la syntaxe globale se distribue partout dans l'univers, ce qui fait qu'il y a un univers cohérent et un univers qui peut se transformer et évoluer. Les lois générales et structures d'évolution sont générées d'après quoi? D'après la réalité. Donc la réalité comporte sa propre syntaxe auto-distribuée. Quand vous avez la syntaxe et l'état ou la syntaxe globale et les objets locaux qui distribuent cette syntaxe dans des états particuliers, ces états particuliers reflètent la syntaxe globale. La propriété de logie elle-même est distribuée sur la réalité, c'est-à-dire que la frontière informationnelle d'un objet cohérent, opérateur syntactique, est multiplexé hologiquement par rapport à l'état, attribut et valeur, afin de définir l'intérieur descriptif de l'opérateur, tandis qu'il participe à un autre traitement global sans entrée. Ce multiplexage de possibilités n'est que la réplication de la structure de la frontière sur l'intérieur de la frontière en tant que fonction de temps. Encore une fois, l'opérateur n'a finalement rien d'autre pour exprimer sa capacité spatio-temporelle. Donc cette projection de la structure globale dans la structure locale, c'est également ce qui se produit lorsqu'un opérateur évolue au cours du temps. La syntaxe globale de l'opérateur à un certain temps, cette frontière informationnelle se projette à l'intérieur de lui-même. Vous avez un cercle, une frontière syntaxique, syntaxe acceptante transductive, qui se reprojette à l'intérieur du cercle. Le temps, en général, se produirait par la réplication de la structure des objets à l'intérieur d'eux-mêmes, au niveau global, mais également au niveau d'un opérateur local, d'un agent, qui va évoluer au cours du temps, qui va répliquer sa structure à l'intérieur de lui-même, ce qui crée une temporalité avec une évolution d'un instant T, avec une syntaxe qui va préserver tout ce qui caractérisait l'opérateur avant, mais qui rajoute du contenu, va réexprimer un nouvel état. Le temps consiste en des projections hologiques de la syntaxe de l'objet à l'intérieur de lui-même. L'hologie est impliquée par le map, car la réalité est fermée en composition et attribution. Elle est impliquée par M égale R, car la réalité est composée d'opérateurs syntactiques à fonctionnalité mentale ou cognitive généralisée. Et elle est impliquée par la signifionnèse et l'unité multiplexe, parce que c'est une expression de la relation entre le support spatio-temporel global et son contenu. Donc tous les principes qu'on avait vus pour la supertautologie, qui sont les principes de la clôture de map, ça implique l'hologie parce que il n'y a que la réalité pour se fournir les syntaxes acceptantes et transductives. La syntaxe globale doit se projeter, se redistribuer sur les sous-syntaxes. M égale R, qui est un principe d'exhaustivité qui attribue la caractérisation cognitive généralisée des composants de l'univers, implique l'hologie dans le sens où la réalité se compose de quoi? D'opérateurs syntactiques qui réalisent des identifications de syntaxe et des traductions de ces syntaxes, génération de nouveaux contenus. La réalité et même le temps se définit par des distributions de syntaxe à l'intérieur de la réalité qui se caractérisent comme ce procédé d'hologie. Et elle est impliquée par la signifionnèse et l'unité multiplexe, dans le sens où il y a cette relation entre le global et le local, qui est cette cohérence entre le local et le global, cohérence et consistance, qui passe par l'existence d'un aspect cinétique de la réalité, cinétique, la syntaxe qui est distribuée. Après, les objets peuvent exhiber des diffionèses, mais il y a cette hologie de la syntaxe cinétique qui permet de garder la consistance entre le global et le local. Principe de dualité. La dualité est un concept omniprésent en mathématiques, apparaissant dans des domaines allant de la logique et de la théorie des catégories, à la géométrie et à l'analyse. La relation de dualité est symétrique. Si la dualisation de la proposition A produit la proposition B, alors la dualisation de B produit A. En géométrie projective, par exemple, l'opération de dualisation consiste à permuter les termes point et ligne dans les propositions qui les contiennent.
Deux points non coïncidents déterminent une ligne. Dualise, deux lignes non parallèles déterminent un point. Réaffirmer cela en les lignes sont des fonctions de points. Dualise, les points sont des fonctions de lignes. Révèle une relation de dualité entre fonctions et arguments. Ainsi, en algèbre vectorielle, le double espace V étoile dans l'espace vectoriel V est l'espace de toutes les fonctions linéaires de V, c'est-à-dire toutes les applications linéaires de V à R, tandis que V étoile étoile est l'espace de toutes les applications linéaires de V étoile à R. Donc ici, on commence à voir des exemples de dualité, des façons d'exprimer des relations entre des objets et les relations qui maintiennent entre eux, et de dualiser ça en de nouvelles relations dans de nouveaux espaces qu'on définit. D'abord des exemples avec la géométrie euclidienne. Quand vous prenez deux points, vous pouvez déterminer une seule ligne et deux lignes non parallèles. Donc si elles sont parallèles, elles ne se coupent jamais, mais si elles sont non parallèles, elles déterminent un point, encore une fois, dans le plan euclidien. Il y a une dualité entre les points comme objets qui déterminent les lignes et les lignes comme objets qui déterminent un point, et entre le fait que les points sont non coïncidents et que les lignes sont non parallèles. Les lignes sont des fonctions de points ou les points sont des fonctions de lignes. Une relation entre l'argument d'une fonction et la fonction elle-même peuvent se permuter dans des relations de dualité entre plusieurs espaces. En algèbre vectorielle, vous avez un espace vectoriel à 3 dimensions, E1, E2, E3. L'espace V étoile, c'est les formes linéaires, c'est-à-dire qui prend des fonctions de cet espace vectoriel. Donc vous avez un espace qui a 3 coordonnées qui va se projeter sur R, donc un espace de dimension 3, enfin un coefficient 1 qui multiplie la première composante de votre coordonnée de votre espace vectoriel de 3 dimensions, deuxième composante, troisième composante, donc ça fait un autre espace à 3 dimensions qui exprime toutes les façons de créer des fonctions linéaires à partir des coordonnées de votre espace vectoriel V. Puis il y a une dualisation entre l'espace vectoriel lui-même et les fonctions qui prennent les objets de cet espace qui ont 3 dimensions et qui projettent ça sur le corps R dans ce cas-là. Bon. Le double espace V star, c'est l'espace qui prend ces formes linéaires V étoile et qui les lie à R. Et encore une fois, vous pouvez prendre vos fonctions linéaires et vous les appliquer en un point donné. Ça vous fait une fonction entre cet espace V étoile qui est un domaine de fonctions. Donc ces fonctions, vous pouvez choisir un argument particulier. Vous prenez un argument particulier dans l'espace vectoriel V. Tout l'espace de fonctions, vous les appliquez tous à V. C'est une application qui prend une forme linéaire V étoile en argument et qui retourne R. La structure de V étoile étoile, vous pouvez comprendre ça comme la structure de l'argument que vous prenez dans V et que vous choisissez. V, ça reste cet espace à 3 dimensions. Même avec V étoile étoile, c'est encore un espace linéaire à 3 dimensions. Donc, à la fois V se dualise avec V étoile, se dualise avec V étoile étoile. Vous avez une relation qui est conservée quand vous dualisez l'espace avec l'espace qui prend l'espace comme argument. C'est un autre exemple de dualité entre fonction et argument. Une forme encore plus frappante de dualité est rencontrée dans la théorie des graphes, où le graphe double d'un graphe planaire transforme les faces en sommets et les sommets en faces sans perturber le motif global des adjacences. La frontière de chaque face est remplacée par des arêtes transversales convergeant sur son sommet double et inversement, et la relation d'adjacence est redéfinie en conséquence. Lorsque les arêtes sont interprétées temporellement, des transformations intéressantes peuvent survenir. Par exemple, les circulations le long des frontières faciales deviennent des sommets de spin, et le mouvement le long d'un bord peut être caractérisé comme une opération entre les faces doubles de ses extrémités. Il y a une bonne vidéo de 3Blue1Brown qui explique ce que c'est que le graphe dual d'un graphe planaire. Donc en gros, si vous avez des sommets, des arêtes et une face, et un graphe qui continue ses motifs, bien le graphe dual, ça va être un graphe dans lequel les faces sont remplacées par les sommets. Les arêtes qui étaient des arêtes entre des points deviennent des arêtes entre les nouveaux points qui sont placés sur les sommets. Donc il y a une permutation d'interprétation. Si vous interprétez les sommets, les arêtes comme des relations, eh bien une circulation autour d'une face, ça devient une circulation autour du point. Alors c'est plus une circulation qui va de point en point, c'est une circulation qui se produit entre les faces qui tournent autour du point. Et le mouvement autour du bord peut être une opération entre les faces de ces extrémités. Les faces de ces extrémités se redéfinissent, les points deviennent des faces. Donc si vous interprétez l'arête temporellement ou spatialement, vous inversez l'interprétation entre espace et temps, disons. Les principes de dualité se présentent ainsi sous deux variétés communes, l'une transposant relation spatiale et objet, l'autre transposant objet ou relation spatiale et modélisation, fonction, opération ou processus. Dans le cas des graphes planaires qui sont dualisés avec leur graphe dual, vous avez des relations entre des relations spatiales qui redeviennent des objets. Dans le cas des espaces vectoriels qui sont dualisés avec l'espace des formes linéaires de cet espace vectoriel vers le corps R, vous avez une relation entre des objets, les espaces vectoriels et les fonctions qui sont ces formes linéaires. Donc vous avez des façons de transformer des objets qui ont des fonctions particulières dans des domaines dans lesquels ils préservent la structure de ces autres objets qui avaient d'autres fonctions logiques. Plutôt que d'être des objets, ce sont des fonctions. Plutôt que d'être des relations entre objets, ce sont des objets eux-mêmes. Donc, le premier est appelé dualité espace-objet ou EO, E dualisé avec l'objet. La seconde dualité temps-espace,
le temps est dualisé avec l'espace qui est considéré comme objet. Dans les deux cas, la dualité centrale est une transposition d'éléments et une relation spatiale ou temporelle d'éléments. Deux points déterminent une ligne, deux lignes déterminent un point. L'objet qui est l'objet d'attention et qui devient une relation dans un autre domaine. Ensemble, ces dualités s'ajoutent au concept de trialité qui représente la possibilité universelle de permuter de manière consistante les attributs temps, espace et objet vis-à-vis de diverses structures. De là, nous pouvons extraire un troisième type de dualité, la dualité espace-temps-objet. Dans ce type de dualité, associé à ce que l'on appelle une dualité conspensive, les objets peuvent être dualisés au transducteur spatio-temporel et l'univers physique est simulé intérieurement par ses contenus matériels. Donc la trialité ici est introduite avec deux aspects, l'espace-temps physique qui est dualisé avec les objets qui simulent cet espace-temps à l'intérieur de leur contenu matériel, à l'intérieur de leur contenu logique, et le temps, l'espace compris comme temps, l'opération de l'univers sur lui-même, espace, la relation de l'univers avec lui-même et l'objet de l'univers lui-même. Donc vous avez une identité entre l'univers qui fait une opération sur lui-même, une dualité temporelle, et l'univers qui est en relation avec lui-même, qui définit sa relation. Il se décrit à travers des relations qui sont internes à lui-même. Il y a une identité de l'univers qui se réalise d'une façon trialique, réalité qui caractérise la dualité conspensive qu'on va parcourir, qui a une propriété générale qui est posée par Langan, d'une capacité pour l'identité de la réalité d'être sa propre opération, d'être sa propre relation. C'est ce qui permet à l'univers d'être autocontenu, d'évoluer d'après lui-même. Ça consolide l'identité de l'univers, non pas comme un état qui est une identité fixe, mais c'est un état qui s'identifie à l'opération sur lui-même, qui identifie la réalité à ce qui évolue et à ce qui se décrit lui-même, qui est sa propre relation à elle-même, une identité qui est auto-identifiante et donc qui permute ses attributs, qui fait que l'objet qui est a priori un objet figé, un objet qui a une syntaxe état déterminée, devient ce temps qui transforme l'univers. Cet objet qui est cet objet fixe déterminé devient cette relation qui décrit la réalité. La matière qui est ce qui est déterminé par une identification, une perception, une cognitivation d'un état, transforme l'univers, décrit l'univers, trialité de la description de l'univers, qui est fondamentale et qui constitue, selon Langan, la bonne façon de concevoir les dualités des transpositions de domaines qui permettent à la réalité d'être autocontenue et donc de réaliser les principes également qu'il a mis en place d'unité multiplexe. C'est parce qu'il y a ces dualités et cette réalité que l'univers peut être autocontenu selon la théorie du CTMU. M égale R, esprit égale réalité, MU, l'unité multiplexe, et hologie sont tous au moins partiellement basés sur la dualité. Petit ajustement de la caméra et maintenant le principe de la dualité attributive, topologique descriptive est à syntaxe. Lorsque les points appartiennent à des ensembles et que les lignes sont des relations entre points, une forme de dualité est également valable entre ensemble et relations ou attributs, et donc entre théorie des ensembles et logique. Lorsque les ensembles contiennent leurs éléments et que les attributs décrivent leurs arguments de manière distributive, cela implique une double relation entre le confinement topologique et l'attribution descriptive, telle que modélisée à l'aide de diagrammes de Venn. Essentiellement, toute relation de confinement peut être interprétée de deux manières, en termes de position par rapport aux lignes de démarcation, surface ou hypersurface, comme dans la topologie d'ensemble de points et ses raffinements géométriques, inclusion topologique, ou en termes de relation et de distribution descriptive, comme dans la grammaire Venn diagrammatique de la substitution logique. Quand vous avez des éléments qui appartiennent à des ensembles, vous pouvez prendre une description topologique dans laquelle le point appartient à une région de l'espace caractérise l'ensemble. Vous pouvez dire, par exemple, par extension, 1, 2, 3, 4, 5, etc. appartiennent à votre ensemble des naturels. D'un autre côté, vous pouvez décrire les naturels de façon logique, ce que sont ces entiers, peut-être les axiomes de Peano, avec des axiomes qui définissent vos entiers naturels. Et dans ce cas-là, votre description qui était topologique de la présence de ces points à chaque pas naturel sur la ligne devient décrit de manière logique. On est en train d'introduire cette dualité entre une position à l'intérieur d'un contenant et une description logique de cette structure avec deux inclusions, un raffinement géométrique de où sont les éléments dans cet ensemble, ou une addition de contraintes logiques, une inclusion descriptive de cet ensemble à partir d'une distribution descriptive de cet ensemble. La dualité attributive ou TD se reflète dans le fait que les ensembles et la logique sont décrits par la même structure algébrique, l'algèbre booléenne, l'algèbre du vrai et du faux, de 0 et 1, qui exprime leur double dualité dans la relation entre ces deux opérations, l'opération d'inclusion topologique ou descriptive. Exprimées en termes de théorie des ensembles, ces opérations sont l'union et l'intersection, union-intersection, et en termes logiques, ils sont ou et, avec les symboles correspondants, et ces deux opérants logiques sont liés comme suit.
l'union de deux ensembles A ou B est constituée de tous et uniquement les éléments appartenant soit à A, soit à B, c'est-à-dire l'un ou l'autre. Pour tout X appartenant à A ou B, X appartient à A ou X appartient à B. Alors que l'intersection A inter B, intersectée à B, de deux ensembles A et B est constituée de tous et uniquement tous les éléments appartenant à la fois à A et à B. Pour tout X appartenant à A intersecté à B, X appartient à A et X appartient à B. Ce genre de dualité est bien connu. Elle a trait au fait que tout énoncé attributif définissant une relation de prédicat peut être reformulé comme un énoncé concernant deux ensembles et inversement. Donc pourquoi il y a cette relation entre l'inclusion topologique dans un ensemble et l'exclusion descriptive? Parce qu'il y a une équivalence de façon de construire les ensembles. Donc les opérations ensemblistes qui décrivent comment vous constituez une liste d'éléments dans un ensemble avec l'union intersection, c'est lié avec l'algèbre booléenne, avec la logique, avec les opérations et ou qui sont des opérants dans notre logique propositionnelle de base. Mais la relation entre la théorie des ensembles et la logique est encore plus intéressante que cela, car chacune a une affinité représentationnelle particulière pour une seule de ces opérations. C'est-à-dire que la théorie des ensembles a tendance à se concentrer sur des objets, ensembles et éléments, tandis que la logique tend à se concentrer sur des attributs ou sur les contraintes de frontières informationnelles que les objets doivent satisfaire. Ainsi, la théorie des ensembles définit ultimement des ensembles en fonction des objets qu'ils contiennent. Donc c'est l'axiome d'extensionnalité des ensembles. Deux ensembles sont équivalents si les objets qui sont contenus dans ces ensembles sont les mêmes. Tandis que la logique tend à les définir de l'extérieur vers dedans, outside in. Donc, sur les contraintes de frontières entrecoupées auxquelles ils se conforment. En logique, vous décrivez plutôt tous les prédicats vrais pour chacun de vos ensembles, tous les modèles vrais sur chacun des éléments de vos ensembles. Et donc, plutôt que de définir l'ensemble par série d'éléments, vous définissez plutôt les séries de critères, de conditions, de prédicats qui sont vérifiés par ces éléments. La différence repose sur le foncteur équivalent non, sur lequel la complémentation et l'intersection, mais non l'union, sont directement ou indirectement définis. Par exemple, s'il est facile d'identifier un élément individuel ou un ensemble en le nommant de manière constructive ou en l'énumérant, par exemple, X, l'identification de son complément nécessite souvent que son nom soit utilisé comme base d'une contrainte restrictive pour être appliquée à l'ensemble d'un contexte fini ou infini dans une opération d'attribution, par exemple, non X. Donc, vous pouvez définir l'ensemble avec 1, 2, 3, mais non 1, 2, 3, vous devez définir le contexte dans lequel vous appliquez ça. Si c'est parmi les noms réels, vous avez juste tous les réels avec 3 points qui manquent. Si vous avez défini ça dans les nombres naturels, c'est tous les nombres naturels plus grands que 3. La relation de dualité qui tient entre définir le nom des éléments qui sont à l'intérieur des ensembles et les contraintes qu'ils satisfont est joliment capturée par les lois de De Morgan. Non A et non B, c'est non A ou B, et non A ou non B, c'est non A et B, qu'il exprime en permutant l'objectif et opération attributive ou et. Donc, quand vous définissez l'intersection de deux ensembles, vous ajoutez leurs contraintes logiques, et quand vous définissez l'union entre deux ensembles, vous accumulez les éléments qui sont à l'intérieur de ces ensembles. Donc il y a une affinité de ces deux opérations, donc les lois de De Morgan, en exprimant les relations qui existent entre l'intersection et l'union, montrent la dualité entre l'inclusion descriptive et l'inclusion topologique. Contredire logiquement le prédicat logique A et le prédicat logique B revient à prendre le complément de l'union des éléments de A ou B. Prendre l'union des éléments de non A et non B, c'est contredire le prédicat A et B. Il y a une permutation entre l'aspect objectif, élément dans les ensembles topologiques, et attributif, logique, par les lois de Morgan. Étant donné que les états s'expriment topologiquement alors que les structures syntactiques de leurs opérateurs sous-jacents s'expriment de manière descriptive, la dualité attributive est parfois appelée dualité état-syntaxe. La dualité topologique descriptive devient aussi état-syntaxe puisque les opérateurs descriptivement vont appliquer une syntaxe de reconnaissance, une syntaxe de transformation de l'information, et l'état va être ce qui topologiquement devient décrit, devient spécifié, topologiquement contenu. Donc la dualité topologique descriptive devient également une dualité état-syntaxe. Les informations nécessitant une organisation syntactique, cela revient à évaluer la syntaxe cognitive perceptuelle. Une information, c'est une syntaxe cognitive perceptuelle particulière qui devient évaluée et donc qui prend une information particulière. Inversement, la reconnaissance consiste en une restriction soustractive du potentiel informationnel par une acquisition additive d'informations, par ajout de contraintes logiques
on aboutit à une reconnaissance particulière. Par restriction de tout un potentiel, de la syntaxe globale qui donne tout un potentiel, vous restreignez ce potentiel et vous arrivez à l'information. Donc il y a une soustraction du potentiel d'information qui correspond à qu'est-ce que c'est que la reconnaissance. Donc la dualité TD relie donc l'information au potentiel d'information lié par la syntaxe et la perception, acquisition d'états cognitifs à la cognition. Donc l'information qui est un élément dans l'ensemble de tout ce qui est perçu, disons, ça devient lié au potentiel d'information. Vous ajoutez des contraintes de frontières et vous arrivez à l'information finale. La perception devient liée à la cognition. Donc la cognition, il y a tout un état de syntaxe globale dans la réalité ou de syntaxe particulière que possède un agent. Et par soustraction de potentiel, par un ajout de contraintes logiques, on arrive à la perception particulière. Il y a une relation, une dualité topologique descriptive qui sous-tend à la fois l'information et la perception en les dualisant à la cognition ou au potentiel d'information qui est réduit par des contraintes logiques, des contraintes syntactiques logiques. Dans un diagramme de Venn, le contenu des cercles reflète la structure de la frontière. Les frontières sont les descripteurs primaires. Donc le diagramme de Venn, c'est une manière de représenter une frontière logique par un cercle et ensuite d'évaluer les relations entre plusieurs frontières logiques. Peut-être que les cercles sont complètement indépendants, peut-être qu'ils ont une intersection partielle, peut-être qu'un cercle est contenu dans l'autre. Et donc, toutes ces situations sont représentées par des diagrammes de Venn dans lesquels le cercle est compris comme représentant cette frontière logique. L'intérieur d'un cercle est simplement une intériorisation ou une autodistribution de sa contrainte de frontière syntactique, qui n'a aucune différence à l'intérieur du cercle. Le cercle est vraiment défini par sa frontière. Et les cercles imbriqués correspondent à des objets identiques, affichent une forme descriptive de confinement correspondant à une stratification syntactique avec des nouveaux sous-jacents correspondant à des recouvrements syntactiques. Donc si un cercle de Venn est inclus à l'intérieur d'un autre, c'est-à-dire que toute la syntaxe extérieure s'applique à la syntaxe à l'intérieur. Donc il y a une stratification syntactique de l'objet qui hérite de l'ensemble des cercles auxquels il appartient. L'objet qui est intérieur, il a cette addition de contraintes logiques qui définit quel état il va correspondre par l'accumulation de ces stratifications syntactiques. Les recouvrements syntactiques, ça consiste à dire que si un cercle est inclus à l'intérieur d'un autre, toute la syntaxe de l'autre s'applique au cercle à l'intérieur. Et donc, c'est une façon de comprendre qu'il y a non seulement une stratification, mais la syntaxe plus générale recouvre la syntaxe plus spécifique à l'intérieur de l'objet. Cela conduit à une forme liée de dualité, la dualité constructive filtrante. La dualité constructive filtrante. Tout ensemble pourrait être construit en ajoutant des éléments à l'espace entre deux crochets. Définition par extension d'un ensemble peut être définie par une restriction de l'ensemble de tous les ensembles possibles. Une restriction de type un schéma de compréhension sur ensemble qui serait ici tous les ensembles possibles. La restriction implique la superposition du diagramme de Venn, donc une superposition de contraintes de nature soustractive. Vous ajoutez des contraintes logiques, des restrictions cumulatives de diagrammes logiques qui définissent soustractivement votre ensemble comme une restriction d'un plus grand ensemble. Et ainsi, ça ressemble à un processus soustractif de couleurs impliquant l'empilement de filtres. Vous ajoutez plusieurs filtres et une seule couleur passe. Donc à partir de tous les ensembles possibles qui seraient la lumière blanche, qui contient toutes les couleurs, vous ajoutez des filtres et vous obtenez la couleur voulue, comme avec des diapositives. Donc les éléments, en revanche, sont additifs et le processus de construction d'ensemble est donc additif. Cela ressemble à un processus de couleur additif impliquant l'éclairage des éléments de couleur des pixels dans un moniteur de couleurs. Donc comme avec la télé, avec des pixels qui vont s'allumer, plutôt de manière ensembliste, vous ajoutez des couleurs qui donnent le résultat que vous souhaitez. La dualité constructive filtrative ou filtrante affirme simplement l'équivalent général de ces deux types de processus par rapport à la réalité logico-géométrique. Vous pouvez construire par soustraction d'une lumière blanche avec des filtres vers l'image que vous voulez, ou par illumination de pixels qui vous définissent votre image. Ces deux processus sont équivalents, une forme de dualité entre ces deux processus. La dualité CF capture les ramifications temporelles de la dualité topologique descriptive, TD, reliant les opérations géométriques sur des ensembles de points à des opérations logiques sur des prédicats. Essentiellement, la dualité CF dit que tout état géométrique ou transformation continue équivaut à une opération impliquant la filtration mutuelle d'intersection de potentiels d'états logiques. Tout état particulier d'un système, d'un point, ou même d'une transformation de ces objets, vous pouvez l'obtenir avec une lumière suffisamment forte, qui va être l'UBT. Vous pouvez établir des contraintes syntactiques sur cette lumière, des soustractions, des filtres qui arrivent à votre état et même de votre transformation continue de cet état. Donc même de façon temporelle, vous aurez cette capacité, non pas juste pour une image fixe, mais même pour la transformation de cette image. Les états et objets, au lieu d'être construits à partir du niveau objet, peuvent être considérés comme des raffinements filtrants de relations d'ordre supérieur général, non spécifiés intérieurement. Les états peuvent être
compris comme des résultats de filtres appliqués à des niveaux supérieurs. Il y a une forme de lumière, et ensuite il y a des filtres qui sont des relations d'ordre supérieur, qui définissent une structure qui est non complètement spécifiée parce qu'on considère ces filtres. Il y a des aspects de type la liberté du système de se spécifier au cours du temps à partir d'une relation d'ordre général appliquée comme une direction globale du système, logiquement distribuée sur l'ensemble du système. Les états objets peuvent être construits comme des conséquences de ce raffinement filtratif de la structure de l'univers qui se définit par filtration sur ce potentiel général, donc non complètement spécifié, mais par liberté, le système se configure en accord avec ces relations d'ordre supérieur général. C'est ce que permet cette dualité constructive-filtrative. Tout ne doit pas être construit à partir d'un ensemble de constructions. Chaque brique implique l'autre brique, implique l'autre brique. Non, il peut y avoir des relations qui ont plusieurs niveaux de résolution, qui ont plusieurs possibilités, donc une liberté constructive qui peut se dualiser à cet impétus filtratif. La dualité CF est nécessaire pour montrer comment un univers peut être à somme nulle. Sans cela, il est impossible d'affiner les conditions objectives des processus constructifs à partir du néant, à partir de rien. Dans la cosmogonie du CTMU, le néant est défini informationnellement comme une contrainte zéro ou une liberté pure, thélèse non bornée, thélèse non liée ou UBT. Et la construction apparente de l'univers est expliquée comme une autorestriction de ce potentiel. Dans un domaine de potentiel ontologique non lié, définir une contrainte n'est pas aussi simple que simplement de l'écrire, parce que les contraintes agissent de manière restrictive sur le contenu. La contrainte et le contenu doivent être définis simultanément dans une relation syntaxe-état unifiée. La dualité constructive filtrante est essentielle pour expliquer la cosmogonie du CTMU, la cosmogonie de l'univers. On ne construit pas l'univers à partir d'un rien, donc il n'y aurait rien pour expliquer l'univers, mais on le construit par dualité filtrative à partir de cette lumière originelle, cette liberté pure, cette thélèse non liée, UBT, donc la contrainte zéro. L'univers qui se construit est compris comme une restriction de cette liberté pure. Cette restriction n'est pas une restriction qui peut être simplement un mot abstrait qui restreint son potentiel pur, mais c'est une restriction qui agit sur un contenu. Donc, à la fois le contenu, la construction et la filtration sont dualisés, sont liés simultanément dans cette syntaxe-état unifiée, qui est cette thélèse qui génère à la fois la syntaxe et l'état, qui émerge de cette UBT, qui répond à des relations d'ordre supérieur général, qui ne sont pas complètement spécifiées intérieurement, jusqu'au détail, mais qui se construit par cette émergence de couplage syntaxe-état, qui s'ajoute par construction et filtration simultanée à l'évolution de l'univers. La dualité constructive filtrante explique comment l'univers peut émerger à partir de rien, c'est-à-dire redéfinition du rien avec l'aspect filtratif de la construction, c'est-à-dire à partir de cette potentiel ontologique qui est le terrain antique général du CTMU. La dualité conspensive. Ce principe a été dans une certaine mesure résumé par la citation apocryphe suivante, attribuée à Arthur Eddington, concernant l'univers en expansion. Nous marchons sur la scène de la vie, interprète d'un drame au profit du spectateur cosmique. Au fur et à mesure que les scènes se déroulent, il remarque que les acteurs sont de plus en plus petits et l'action plus rapide. Lorsque le dernier acte s'ouvre, le rideau se lève sur les acteurs nains, se précipitant dans leur rôle à une vitesse effrénée, de plus en plus petits, de plus en plus vite, un dernier flou microscopique d'intense agitation, et puis rien. La vision surréaliste d'Eddington s'accompagnait d'une proposition ironique qui voulait que la théorie de l'univers en expansion soit remplacée par une théorie de l'atome rétrécissant. C'était donc un peu exagéré pour des raisons d'humour. En effet, Eddington n'était pas suffisamment intéressé par l'idée pour développer ses implications au-delà d'un niveau très rudimentaire. Cependant, il s'avère qu'il trace les contours d'un principe de dualité important. L'idée que l'expansion de l'univers puisse être vue comme un rétrécissement du contenu, quelque chose qui est exprimé par Arthur Eddington, et Langan entend recommander ce principe d'une façon qui sera plus technique dans la théorie du CTMU. L'expansion cosmique et le mouvement physique ordinaire ont quelque chose en commun. Ce sont tous les deux ce qu'on pourrait appeler des ectomorphismes. Dans un ectomorphisme, quelque chose est modélisé, généré ou répliqué dans quelque chose d'extérieur à elle. Le mouvement physique consiste à prendre un objet et reproduire sa structure, ce qu'il est, dans l'arrière-plan dont vous avez besoin, qui peut être euclidien, ou dans l'arrière-plan qui est la structure de votre théorie. L'expansion cosmique consiste aussi à partir du Big Bang dans lequel l'univers est rétréci en un point de singularité, qui s'étend, la structure de l'univers s'étend à l'extérieur d'elle-même. L'expansion cosmique et le mouvement physique ont cette extraction de l'objet qui est remodélisée hors de lui-même. Cependant, le principe de réalité affirme que l'univers est autonome sur le plan analytique et l'ectomorphisme est inconsistant avec l'autonomie. Donc, principe de réalité, le réel contient tout
est seulement ce qui est réel. La réalité n'est décrite que par la réalité. Elle ne peut pas être reproduite à l'extérieur de la réalité. La réalité doit être reproduite à l'intérieur d'elle-même. Par le principe de la dualité conspensive, l'ectomorphisme du mouvement et l'expansion cosmique est associé à un endomorphisme selon lequel les choses sont modélisées, générées ou répliquées en elles-mêmes. Donc la structure de la réalité est reproduite où à l'intérieur de la réalité, qui a un endomorphisme, l'objet se recontient à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur de son domaine initial. Donc grâce à l'endomorphisme conspensif, les objets syntactiques sont modélisés par injection dans leur propre intérieur hologique à partir de leurs propres frontières syntactiques. L'objet général qui est l'univers en son entier ou les objets plus locaux, lorsqu'ils évoluent, s'injectent à l'intérieur de leurs frontières syntactiques. Donc si vous avez le diagramme de Venn qui est un cercle, l'objet se reprojette à l'intérieur de ce cercle qui fait que la réalité peut se contenir elle-même. Au cours de son évolution, les nouveaux états sont écrits à l'intérieur des précédents de ces opérateurs syntactiques. Un endomorphisme, une autodétermination avec le diagramme du cercle et la frontière syntactique qui s'autodétermine dans un nouvel état. Dans le langage de la dualité TD-SCF, donc topologie descriptive et constructive filtrative, cela déplace l'accent mis de la géométrie espace-temps vers l'inclusion descriptive, puisque plutôt que de concevoir des objets qui se déplacent dans l'espace-temps, on comprendra plutôt l'inclusion descriptive de l'univers dans ces opérateurs syntactiques qui déterminent l'espace-temps qui conditionne leur évolution, qui ensuite, dans leurs propres frontières syntactiques, vont redéfinir les nouvelles états espace-temps qui conditionnent leur communication et leur état. Donc c'est cette inclusion descriptive qui est mise en avant par cet endomorphisme de la conspension et aussi du traitement constructif au filtratif, puisque plutôt que de penser qu'on ajoute un nouvel objet qui était à l'extérieur de l'univers et qu'on le rajoute à l'intérieur, comme avec une sorte d'ectomorphisme dans lequel l'univers étendrait sa structure pour rajouter un nouvel objet, non, on a un potentiel qui se filtre, qui permet de redéfinir le nouvel objet à l'intérieur de l'objet existant par addition de contraintes filtratives. Donc en conséquence, de nouveaux états sont formés dans les images des états précédents. Rien ne bouge ni ne se développe à travers l'espace. L'espace est un état et chaque déplacement d'un objet n'est qu'un mouvement d'un niveau de stase parfaite à un autre. Donc il n'y aurait pas de mouvement continu dans ce médium qui serait l'espace et qui séparerait absolument l'objet, qui répliquerait les objets à l'intérieur de lui-même de façon continue d'un point à l'autre. L'espace devient un état qui est porté par la syntaxe de cette distribution d'opérateurs syntactiques. Au cours de l'évolution, il y a une évolution des états discrets qui se développent les uns après les autres, où à chaque fois, l'espace, ce n'est que cet état qui définit de manière cohérente et consistante entre tous les opérateurs syntactiques, sans aucun objet qui se déplacerait dans l'espace. Ce sont que des nouvelles définitions de syntaxe à l'intérieur des opérateurs syntactiques qui se mettent en place les unes après les autres et qui donnent du coup ce mouvement des objets dans ces opérateurs syntactiques. Donc cela lie le mouvement conventionnel dans lequel les lignes du monde sont créées de manière constructive par des ajouts d'états dans des diagrammes de Minkowski à l'endomorphisme différentiel dans lequel les potentiels descriptifs internes des attributs sont restreints de manière cumulative. On peut comprendre le mouvement de l'objet par des restrictions cumulatives avec l'idée que chaque restriction définit le mouvement de l'objet jusqu'au temps t en laissant le futur de l'objet libre et la prochaine restriction de l'objet s'ajoute à l'objet et restreint le mouvement de l'objet jusqu'à un temps futur. Le mouvement devient une accumulation de restrictions qui à chaque fois s'applique en laissant une certaine liberté syntactique disponible pour le futur qui se consolide, qui s'actualise, qui pas à pas définit le mouvement. Un diagramme espace-temps Minkowski est une sorte de réseau d'événements dans lequel les nœuds représentent des événements et leurs lignes connectives représentent les objets qui interagissent dans ces événements. Donc ici, vous avez deux nœuds qui représentent deux événements et les lignes rouges représentent un objet, les lignes noires représentent un autre objet qui représentent les deux objets qui ont interagi avec ces nœuds, donc avec ces événements. Les événements se produisent au foyer de cônes de lumière passé et futur auxquels les lignes du monde sont internes. Ces objets qui ont interagi avec ces événements ont eu des événements qui sont ici pour l'objet noir et ici pour l'objet rouge. Et puisqu'ils sont contraints à aller moins vite que la vitesse de la lumière, il ne peut pas se déplacer instantanément dans l'espace, donc il ne peut pas se déplacer horizontalement. Ils doivent se déplacer au maximum à la vitesse de la lumière. Donc il y a deux cônes qui régissent le domaine dans lequel les événements peuvent se produire pour cet objet. L'objet rouge et l'objet qui a eu cet événement ici au foyer rouge et au foyer noir ne peuvent avoir interagi entre eux que dans les endroits où les deux cônes s'intersectent, puisqu'il n'y a que à ces endroits que les objets peuvent se rencontrer à la vitesse de la lumière. Donc en théorie, ils peuvent commencer à interagir dès que ces cônes se rencontrent. Donc si vous pouviez regarder l'axe temporel d'un tel diagramme à une section transversale semblable à celle d'un espace, vous verriez quelque chose qui ressemblerait beaucoup à un diagramme de Venn avec des cercles correspondant à des sections transversales de cônes de lumière. Ces diagrammes géométriques
géométriques qui correspondent aux événements contraints de la vitesse de la lumière, etc., avec les cônes de lumière, peuvent être comparés à des diagrammes logiques de Venn si vous faites une section de cet espace temporel. Donc cette rotation du diagramme correspond à une dualisation conspensive, convertissant un réseau spatio-temporel de lignes du monde, d'événements, en une série stratifiée de diagrammes de Venn. La dualité conspensive lie l'espace-temps à l'objet, et vous voyez ici qu'avec ce réseau spatio-temporel, avec deux événements, des lignes du monde d'objets, en prenant une coupe d'espace à un temps donné, les cônes de lumière qui ont une certaine taille et que vous pouvez représenter dans un plan. Donc avec des diagrammes de Venn, vous pouvez représenter à la fois l'émission de ces événements, donc le réseau spatio-temporel d'événements, en termes de structure d'objets, de diagrammes de Venn, c'est-à-dire de cumulation de contraintes filtratives logiques sur des objets. Et donc, vous avez une dualité entre le médium spatio-temporel espace-temps et l'objet, une internalisation du spatio-temporel dans l'objet et une intégration de l'objet dans le réseau spatio-temporel, ce qui crée une dualité entre les deux domaines. Dans l'illustration ci-dessus, une coupe transversale spatiale d'un diagramme espace-temps, ligne bleue, est tournée vers le spectateur et affichée le long de l'axe du temps, rectangle bleu. Le résultat est un diagramme de Venn dans lequel les cercles représentent des objets et des événements ou des relations interactives NR d'objets, donc deux objets ou plus. C'est-à-dire que chaque cercle décrit les fonctions d'onde quantiques intriquées des objets qui ont interagi les uns avec les autres pour le générer. Les petits points au centre des cercles représentent les événements et objets initiaux à partir desquels les cercles sont apparus, tandis que les points jumeaux, où les cercles se chevauchent, reflètent le fait que tout nouvel événement possible ou toute interaction entre des objets impliqués dans les anciens événements doit se produire par acquisition mutuelle dans l'intersection. Donc chaque point représente un événement, des fonctions quantiques qui ont participé à générer l'événement par propagation de cette fonction quantique. Lorsque les deux événements ont suffisamment étendu leur domaine, eh bien ils peuvent interagir en une nouvelle interaction qui peut avoir lieu dans l'espace d'intersection entre les deux objets, espace qui est comparé au diagramme de Venn dans lequel à la fois les contraintes logiques filtrées sur l'objet rouge et l'objet noir peuvent s'absorber mutuellement et créer un événement qui va participer des deux filtrations logiques qui sont appliquées aux deux événements. La croissance extérieure, ou par dualité conspensive, l'absorption mutuelle des cercles est appelée expansion interne, tandis que la réduction des objets lors de nouveaux événements est appelée requantification. Les cercles eux-mêmes sont appelés DEI, abréviation de domaine étendu interne, et correspondent à des paires d'opérateurs syntactiques interactifs impliqués dans des événements de perception généralisée. Notez l'évacuation hologique et l'absorption mutuelle des opérateurs. Le processus qui est décrit est un processus analogue à la physique quantique, dans lequel vous avez la fonction d'onde qui ensuite se réduit en un état spécifique. Donc ici, une croissance du domaine d'expansion interne qui ensuite se réduit, s'effondre en un objet particulier, un nouvel événement qui est la requantification. Les cercles deviennent ces domaines d'évolution dans lesquels, d'un point de vue, ces cercles s'élargissent, d'un autre point de vue, ces cercles s'absorbent. Donc l'objet qui a une histoire particulière, donc une syntaxe fixée dans le passé, mais une syntaxe future libre, hologiquement communique avec les autres objets. Donc sa syntaxe future, à mesure que le domaine étendu interne se développe, absorbe les syntaxes d'autres objets. Donc il y a des paires d'opérateurs syntactiques qui absorbent leur syntaxe, leur potentiel, et définissent de nouveaux événements qui peuvent hériter à la fois le passé de l'objet rouge, à la fois le passé de l'objet noir. Donc les deux objets se rencontrent et redéfinissent le nouvel élément dans lequel les deux opérateurs peuvent avoir une perception généralisée, une nouvelle syntaxe perceptive qui est issue des deux héritages, parce que les deux objets, par cette expansion interne et requantification, ont des processus de communication dans lesquels ils absorbent les syntaxes des autres opérateurs syntactiques. L'espace-temps peut être illustré en termes de stratification de tels diagrammes de Venn, le contact mutuel de ces couches de diagrammes de Venn étant appelé superposition étendue. Dans le monde réel, les diagrammes de Venn sont tridimensionnels plutôt que plans, les cercles sont des sphères et stratification est définie en conséquence. Ces diagrammes de Venn illustrent des réseaux spatio-temporels avec des événements précédents et des événements suivants. Ces événements suivants vont redevenir des événements antécédents de nouveaux diagrammes. Il y a une superposition de ces diagrammes qui constituent le réseau d'événements spatio-temporels. Et donc ces diagrammes, dans le monde réel, ne sont pas plans, mais tridimensionnels, avec la fonction d'onde qui est dans le domaine étendu interne, qui se propage à la vitesse de la lumière dans les trois dimensions d'espace. Ces diagrammes plans en fait deviennent des diagrammes tridimensionnels dans lesquels vous avez des cercles qui s'imbriquent les uns dans les autres et qui décrivent avec une stratification logique l'évolution du réseau spatio-temporel et les événements qui constituent
le réseau spatio-temporel pour les objets. La superposition étendue répartit atemporellement les événements antécédents sur les événements ultérieurs, plaçant ainsi l'espace-temps dans un autocontact temporellement étendu. À la lumière du principe télique, voir ci-dessous, ce scénario implique une nouvelle interprétation de la théorie quantique, la somme sur avenir. La somme sur avenir implique une généralisation atemporelle du processus, une régression télique, par laquelle l'univers effectue la maximisation à la volée d'un paramètre global d'autosélection, l'utilité généralisée. Puisque l'objet évolue en répartissant logiquement sa syntaxe endomorphiquement à l'intérieur de lui-même, l'événement ultérieur est inclus comme un potentiel qui est défini même dans l'événement antérieur. L'événement antérieur va ensuite raffiner la syntaxe filtrative pour évoluer vers l'événement ultérieur. L'événement ultérieur est en contact, en superposition étendue avec cet événement antécédent. Et donc, il y a cet événement ultérieur qui peut être un point de maximisation de l'utilité généralisée. Le processus télique devient le processus de définition des états syntaxes qui vont se mettre en place pour guider les expansions internes de requantification des objets, donc définition de nouvel état, en vue d'optimiser l'utilité généralisée pour l'événement ultérieur. Donc ce serait un processus qui donnerait une interprétation à la physique quantique. Pourquoi est-ce qu'il y a ces fonctions d'onde qui évoluent ensuite, qui se réduisent en paquets d'ondes à un état particulier? Ce n'est pas un simple hasard probabiliste de réduction du paquet d'ondes, mais c'est parce que ce processus fait partie de ce principe télique dans lequel l'utilité généralisée se maximise et donc elle guide la réduction des paquets d'ondes. Par cette superposition des événements, le paquet d'ondes s'optimise en vue de cet événement ultérieur qui est déjà en contact avec les événements passés au cours de l'évolution de l'objet, puisque la filtration du potentiel de l'univers se filtre avec le temps ultérieur déjà en contact avec le temps passé qui, à la volée, au fur et à mesure de la définition avec une liberté conspansive, donc générative de l'univers, va définir l'ensemble des événements antécédents au fur et à mesure, au vu de la maximisation de l'utilité généralisée. Ce concept de superposition étendue, de dualisation du réseau spatio-temporel des événements avec l'interprétation logique avec les diagrammes de Venn, la dualité conspansive, permet ensuite, avec cette superposition étendue, le contact des événements et donc la possibilité pour cette utilité généralisée d'utiliser le passé comme ressource pour aller vers cette maximisation de la somme sur l'avenir, une explication de l'évolution de la réalité et aussi donc de la théorie quantique, guidé par le télos, le but que se donne l'univers, basé sur des évolutions locales à la volée, puisqu'il y a des optimisations locales d'objets. Les objets ne sont pas tous ensemble à définir, disons, à maximiser absolument l'utilité magiquement sur l'ensemble de l'univers. Ensuite, c'est statique. Non, c'est un processus dynamique d'évolution avec une somme sur l'avenir qui devient une interprétation de la raison de l'univers, donc de ce principe de récursion télique qui donne un sens à tout processus. Et donc, c'est le processus général qui est résolu par l'univers et qui se stratifie jusqu'à ces expansions internes de requantification qui reflètent le processus que l'univers utilise pour maximiser son utilité généralisée. Dans un diagramme de Venn, les cercles représentent les ensembles à travers leurs attributs définitifs. Les attributs représentés par les cercles sont cinétiques, distribués syntactiquement et homogènes vis-à-vis des différences potentielles d'état. Et l'attribut représenté par un cercle particulier est uniformément héritable par les éléments de l'ensemble représentés par tout cercle à l'intérieur de celui-ci. Si vous avez les cercles de nombres complexes, vous pouvez mettre n'importe quel nombre à l'intérieur de celui-ci, nombre naturel, nombre réel, et il hérite des propriétés des nombres complexes. Dans le diagramme de Venn spatio-temporel que nous venons de décrire, les sections transversales des cônes de lumière circulaires correspondent à des objets et des événements, exactement de la façon dont nous venons de décrire, c'est-à-dire que le cône de lumière se distribue cinétiquement pour tout cercle particulier qui serait à l'intérieur de cet événement. Le cône se distribue cinétiquement pour tout objet qui est situé à l'intérieur du cône. Donc étant donné que les objets à l'échelle quantique ne sont vus exister que lorsqu'ils participent à des événements d'observation, y compris leur observation généralisée. Leurs lignes du monde sont simplement supposées exister entre événements et sont en fait rétrodictées syntactiquement avec le continuum depuis les derniers événements auxquels ils sont connus pour avoir participé. Si vous supposez qu'un objet voyage de manière continue avec une ligne d'univers dans l'espace-temps, eh bien, le gars nous dit, en fait, vous n'avez que des observations discrètes, quantiques. L'objet n'existe que dans ces observations généralisées. Leurs lignes d'univers sont supposés exister, mais ce n'est qu'une rétrodiction syntactique virtuelle. On suppose que l'objet a voyagé d'un événement à l'autre, mais ce n'est qu'une rétrodiction syntactique. La réelle processus d'évolution constitue en ces deux événements. Donc il n'y a rien en dehors de ces diagrammes de Venn imbriqués les uns à l'intérieur des autres.
il n'y a pas de mouvement continu entre deux observations, vous pouvez considérer qu'il n'y a des observations d'objets que dans ces événements, que dans ces observations généralisées, et donc que pas à pas, conformément donc au processus de physique quantique. Cela permet d'omettre complètement les lignes d'univers spécifiques en les remplaçant par une série de diagrammes de Venn dans lesquels les cercles se développent intérieurement, s'interpénètrent et se réduisent à des points lors de chaque événement d'observation généralisée interactif. Ce scénario est général, s'appliquant même aux objets macroscopiques constitués de nombreuses particules de matière. La définition plus élevée des lignes d'univers des objets macroscopiques peut être imputée à une fréquence de réduction plus élevée en raison de la densité interactive entre leurs particules constitutives. Plus l'objet est grand, plus l'objet apparaît avoir un mouvement continu, puisqu'il y a plus d'événements d'observation généralisée qui permet d'interpoler avec une densité d'observation discrète très supérieure, et donc ça crée cette impression de mouvement absolument contenu au niveau macroscopique, mais qui est issu du même processus, ce qui se passe au niveau quantique, dans lequel vous avez des mouvements qui peuvent être observés comme n'étant pas continus, mais comme ayant des propriétés discrètes. Les objets vont d'un état à un autre sans mouvement continu par lesquels vous pouvez les observer. Les zones situées à l'intérieur des cercles correspondent au potentiel d'événements et au cas où les événements sont régis par les lois de la physique, aux instantations potentielles de la loi de la physique ou de la syntaxe nomologique. Lorsque chaque cercle correspond à deux objets ou plus, il comprend également le potentiel d'objets. En d'autres termes, les limites circulaires des cercles de Venn peuvent être interprétées comme celles d'objets potentialisés en train d'absorber leur voisinage spatio-temporel. Puisque les potentiels d'événements et les potentiels d'objets coïncident, on peut dire que les instantations potentielles de loi résident à l'intérieur des objets et peuvent donc être considérées comme des fonctions de leurs règles internes de syntaxe objet. Ces cercles qui comprennent les lois de la fonction onde contiennent aussi les lois de la physique qui potentialisent les futurs états. Donc la superposition étendue d'états aussi distribue des lois généralisées qui sont à l'intérieur des objets. Donc quand vous injectez l'objet un nouvel état, vous avez également donc, le potentiel, les lois physiques de cet objet qui s'appliquent, qui sont inclus comme le potentiel intégré dans l'objet. Lorsque de nouveaux objets interagissent avec le voisinage spatio-temporel de cet objet, vous allez avoir une redéfinition de l'événement qui hérite du passé des objets et qui hérite également des lois physiques qui sont intégrées dans la frontière syntactique de l'objet avec laquelle l'objet évolue. Les objets deviennent ainsi des opérateurs syntactiques et les événements deviennent des intersections de la syntaxe nomologique dans la valeur commune d'un paramètre d'état observable, la position. Le cercle correspondant au nouvel événement représente un attribut constitué de toutes les relations nomologiques associées, appropriées à la nature de l'interaction, y compris les agrégats conservés, et forme un recouvrement syntactique, point par point, au niveau des états, pour tous les potentiels ultérieurs. Le cercle de nouvel élément, c'est bien un opérateur syntactique. Il contient l'ensemble des états passés qui définissent un recouvrement syntactique, c'est-à-dire qui se distribue sur les prochains états. Donc le passé est conservé à l'intérieur de cet objet. Et c'est aussi un opérateur syntactique puisqu'il contient toutes les lois qui vont lui permettre de reconnaître d'autres objets ou de transformer les objets en de nouvelles interactions. Donc c'est bien un opérateur syntactique qui est décrit par ce cercle, par ce diagramme de Venn. Notez que dans ce scénario, l'espace-temps évolue linguistiquement plutôt que géométriquement. Bien que chaque cercle de Venn semble s'étendre continuellement, son contenu reste inchangé, son attribut associé reste statique en attente d'événements ultérieurs impliquant les lois qui l'ont créé. Étant donné que rien ne change réellement jusqu'à ce qu'un nouvel élément soit substitué à l'événement précédent, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'un nouveau cercle apparaisse dans l'ancien par intégration syntactique, les cercles ont une durée intrinsèquement indéfinie et sont donc intrinsèquement atemporels. Donc le cercle constitue ce potentiel statique, donc cet état statique et ce potentiel syntactique statique, et tant qu'il n'est pas impliqué dans une nouvelle observation, le contenu de ce cercle ne change pas, et donc ils ont une durée indéfinie. C'est que lorsqu'ils vont interagir avec un nouvel événement, que ces métriques vont se définir. Elles étaient potentielles à l'intérieur de ce cercle. La temporalisation du cercle lui-même est potentialisée dans ce cercle. Mais tant que le cercle n'est pas en interaction, en communication avec d'autres opérateurs syntactiques, l'opérateur syntactique reste indépendant, atemporel, jusqu'à ce que ce potentiel de temporalisation d'espace et d'évolution est activé avec un autre objet qui crée une observation. Le temps apparaît strictement comme une relation ordinale entre les cercles, plutôt qu'au sein même des cercles. En ce qui concerne les éléments de syntaxe invariant dans le temps, actifs dans un état donné, le cercle, la distinction entre durée nulle et non nulle est intrinsèquement dépourvue de sens. De tels éléments sont héritables par substitution et deviennent des ingrédients syntactiques des états ultérieurs. Toutes les syntaxes invariantes dans le temps, donc les syntaxes générales, donc comme la structure générale de l'univers du système U dans son ensemble, il n'y a pas de durée distribuée sur la syntaxe. Cette syntaxe est
atemporel, éternel. Il n'y a pas de distinction temporelle qui caractérise proprement une syntaxe qui est héritée à l'intérieur du système et distribuée logiquement à l'ensemble du système. Étant donné que chaque cercle est structurellement autodistribué, rien ne doit être transmis d'une partie à une autre. Les contraintes de localité ne surviennent que par rapport à des invariants supplémentaires activés de manière différentielle dans des cercles représentant des états ultérieurs et brisant la symétrie hologique de leurs antécédents. La conspansion procure donc un certain soulagement aux problèmes liés à la non-localité quantique. La non-localité quantique réfère au phénomène par lequel des informations voyagent instantanément, non localement. Donc globalement, vous avez une information qui est déterminée à un endroit et instantanément, vous connaissez une information à des vastes distances de là, donc par-delà la vitesse de la lumière. Donc vous avez un photon qui est à côté de la planète qui a certains spins, certaines polarisations, et instantanément, vous savez que de l'autre côté de la planète, un autre photon intriqué a également la même propriété ou le spin opposé, donc une information qui voyage instantanément. Parce que l'opérateur syntactique contient les états précédents et contient le potentiel d'évolution de l'univers et se propage et s'absorbe mutuellement avec d'autres opérateurs qui sont vastement éloignés, et bien puisque la propriété est totalement distribué sur l'opérateur syntactique qui va déterminer l'observation de ces photons, vous pouvez avoir des potentiels différentiellement activés dans ce cercle, mais qui reflètent de la nature de cet opérateur syntactique de base, donc qui ici contient l'intrication de ces photons. Et donc il y a une non-localité par le fait que l'opérateur syntactique interagit avec d'autres événements, d'autres objets qui sont non locaux les uns avec les autres, mais ils sont tous les deux reliés à cet opérateur syntactique qui distribue partout à l'intérieur de lui-même son potentiel. Le potentiel n'est pas simplement attaché d'un côté de la planète, il englobe toute la planète et donc il peut s'activer différentiellement avec deux photons qui ont des propriétés intriquées. Parce que le rétrécissement d'un objet dans son image antérieure équivaut à une forme de substitution logique dans laquelle l'objet est décrit par un diagramme de Venn ou déterminé par son état antérieur, il n'y a aucun moyen de distinguer entre l'expansion systémique externe et la substitution de contenu vers l'intérieur, ou entre les grammaires dynamiques et logiques associées. Donc là, on revient à l'image d'Arthur Eddington, où on a des objets qui rétrécissent par rapport à la taille de l'univers. Et donc là, on remarque que ce rétrécissement de l'objet, c'est une conservation de la structure de l'objet. C'est une forme d'endomorphisme, de substitution de diagrammes de Venn qui reproduisent la structure de l'objet à l'intérieur de lui-même. Ceci est simplement une reformulation de la dualité attributive. Les relations de confinement topologique entre ensemble de points sont équivalentes à descriptivement établir des prédicats de la vérité de déclaration affirmant le confinement. On accumule des déclarations qui affirment il y a un confinement et donc les points de manière duale avec la dualité attributive sont topologiquement inclus d'après cette description de cette inclusion topologique et aux relations de distribution entre descripteurs d'état. En conjonction avec la symétrie intrinsèque des systèmes extérieurs indéfinis, la dualité attributive élimine toute distinction logique ou géométrique possible entre l'expansion extérieure d'un univers autonome, son contenu demeurant statique en taille, et un endomorphisme logique dans lequel l'univers reste statique, tandis que les états de son contenu sont substitués de manière récursive aux états précédents. Les systèmes qui ne sont pas définis extérieurement ont une forme de symétrie intrinsèque, ce principe de relativité générale, le map, par lequel tous les ingrédients du système sont définis relativement aux autres. Donc il y a une forme de symétrie par le fait que c'est un univers qui est autocontenu, un univers autonome. Et donc, quand on pense à cette expansion de l'univers et ce rétrécissement du contenu, eh bien, il y a aussi cette symétrie entre la perspective que l'expansion extérieure de l'univers se réaliserait avec un contenu statique et un endomorphisme logique dans lequel l'univers reste statique et ensuite son contenu devient distant l'un par rapport à l'autre parce qu'il se substitue logiquement, donc le contenu rétrécit. Et donc c'est une substitution logique qui se produit sur cet univers qui resterait statique. Les objets se redéfiniraient à l'intérieur de cet univers qui serait le fondement et par substitution endomorphique à l'intérieur de cet univers de départ. Là, Langen donne un crédit à la vision d'Arthur Eddington de départ, de dire qu'il y a une équivalence entre cette expansion vers l'extérieur et entre le rétrécissement des objets. Et puisque la dualité conspansive donne à ces substitutions des diagrammes de Venn un statut primaire pour l'évolution du système, puisque le mouvement, les lignes de l'univers continu, ce sont que des choses qui sont rétrodictées a posteriori entre deux états de substitution logique dans lesquels deux observations généralisées entre deux événements. Cette vision duale est en fait plus appropriée, et donc la vision de l'univers statique qui se redéfinit à l'intérieur de lui-même, c'est la vision qui est plus directement descriptive de la manière qu'a l'univers d'évoluer.
En ce qui concerne le map, il a déjà été noté que lorsque les dimensions extérieures d'un système sont indéfinies, aucune distinction de taille ne peut être faite au-delà du rapport de taille du système à son contenu. Considérons une simple analogie arithmétique. 1/2, c'est également 1000 divisé par 2000, c'est également n'importe quelle puissance, donc 1 fois 10 puissance 9999, divisé par 2 fois 10 puissance 9999, etc. Donc, lorsque le numérateur et le dénominateur d'une fraction sont tous deux multipliés par un nombre donné, la valeur de la fraction ne change pas, et l'indépendant des distinctions impliquant la taille du multiplicateur. Similairement, la proportionnalité intrinsèque d'un système auto-inclus est indépendante des distinctions impliquant une mesure externe. Cela implique que dans le cas d'un système autonome pour lequel il n'existe aucune mesure externe, aucune distinction ne peut être faite entre l'expansion de l'univers par rapport à son contenu et le rétrécissement de son contenu par rapport à lui. En fait, comme ce qui est indéfini ne peut changer, il n'existe pas de définition précise quant à laquelle un changement serait possible. L'expansion apparente du conteneur ne peut pas être définie de façon extrinsèque, mais implique un rétrécissement intrinsèque compensivement équivalent de son contenu. Donc l'univers en son entier n'a pas de taille, et donc la taille des objets à l'intérieur de l'univers non plus n'ont pas de taille absolue, et donc puisque l'univers a l'air de s'étendre, et puisqu'il n'a rien dans lequel s'étendre, c'est plus raisonnable de prendre la perspective duale logique dans laquelle le contenu redéfinit ses échelles et redéfinit sa géométrie par rétrécissement à l'intérieur de l'univers. Dans ce cas-là, l'univers sert de médium dans lequel le contenu rétrécit et dans lequel le contenu peut répliquer sa structure à l'intérieur du médium de base qui lui reste statique, et le contenu rétrécit à l'intérieur de cet univers. Et donc c'est une vision duale qui n'est pas la vision naturelle. Quand on voit les objets autour de nous, on se dit les objets restent avec une taille fixe, mais quand on pense à l'univers en son entier, eh bien on se dit qu'en fait la Terre, le contenu, la pièce dans laquelle on se trouve est en train de rétrécir vis-à-vis de l'univers, et donc reproduit sa structure avec un rétrécissement dans l'univers qui lui reste statique parce que les ratios ne peuvent pas être perçus. Toute l'expérience peut être redéfinie avec des objets qui rétrécissent également. Donc c'est une covariance des lois qui s'applique avec une nouvelle perspective. Ainsi, la dualité conspensive relie deux vues complémentaires de l'univers. L'une basée sur les états relatifs externes d'un ensemble d'objets, et l'autre basée sur les structures internes et les dynamiques d'objets considérés comme des processeurs de langage. La première, qui représente l'univers tel qu'il est généralement compris en physique et en cosmologie, s'appelle ERSU, abréviation de Expanding Rubber Sheet Universe, univers de feuilles de caoutchouc en expansion. Tandis que le second s'appelle USRE, ERSU épelé à l'envers, abréviation de Universe as a Self Representational Entity. L'univers en tant qu'entité auto-représentative. Simplement, ERSU est comme un ensemble, spécifiquement un ensemble de points topologiques et géométriques, tandis que USRE est comme un langage nomologique autodescriptif, tandis que ERSU s'étend par rapport aux tailles invariantes de son contenu, USRE se conspend, maintenant la taille de l'univers invariant tout en permettant aux tailles d'objets et échelles de temps de rétrécir dans les proportions mutuelles, préservant ainsi la covariance générale. Donc deux vues équivalentes, ERSU dans lequel le contenu a une taille fixe et il évolue dans cet univers qui s'étend, et l'autre USRE dans lequel le contenu de l'univers est déterminé par les opérateurs syntactiques qui décrivent les lois de l'univers, et donc ils peuvent se substituer les uns par rapport aux autres et redéfinir les lois par covariance générale, donc la même application des lois, dans un espace dans lequel le temps et les échelles d'espace se redéfinissent à mesure que le système évolue. Et en fait, cette substitution logique est aussi celle qui est plus appropriée, qui contient les opérations de conspension, d'expansion interne et de requantisation, qui sont des opérations pas à pas dans lesquelles la vision géométrique de l'univers avec des objets de taille fixe qui évoluent de manière continue avec des lignes d'univers, en fait, sont remplacées par cette vision quantique avec des observations pas à pas des mouvements de l'univers et avec des substitutions logiques des lois. Et c'est cette vision duale USRE qui est le véritable contenant de la dynamique de l'univers, tandis que la vision classique ERSU, elle, est une forme d'illusion qui doit être dualisée avec le Universe as a Self-Representational Entity, univers en tant qu'entité auto-représentative. Donc l'aspect logique dual devient essentiel, donc c'est pour ça que la dualité conspensive est essentielle pour comprendre les dualités qui forment l'évolution de l'univers et donc la façon qu'a l'univers d'évoluer, de se représenter, de s'étendre, de communiquer à l'intérieur de lui-même à travers la géométrie.
Cela a certaines implications intéressantes. Premièrement, alors qu'il est généralement supposé que la taille des objets matériels reste fixe, alors que celle de tout l'univers se modifie ectomorphiquement autour d'eux, la conspansion maintient la taille de l'univers immuable et modifie de manière endomorphique celle des objets. Parce que l'univers joue maintenant le rôle d'invariant, il existe un taux standard global d'expansion interne ou d'absorption mutuelle entre les contenus de l'univers, invariance C, et en raison de la covariance syntactique, les objets doivent être redimensionnés ou requantisés avec chaque nouvel événement selon un facteur de redimensionnement constant, indépendant du temps, résidant dans la syntaxe globale. Deuxièmement, comme le taux de rétrécissement est une fonction constante d'un rapport de taille changeant, l'univers apparaît d'un point de vue interne en train de s'accélérer dans son expansion, ce qui conduit au double conspansif d'une constante cosmologique positive. Dans cette vue duale, la vitesse c, qui est la vitesse de propagation maximale de l'information dans l'univers, qui définit ses cônes de lumière avec les possibilités d'interaction des objets entre eux dans les réseaux de l'espace-temps, ce taux devient un taux d'expansion interne. Donc, le réseau d'opérateurs syntactiques absorbe mutuellement le contenu des opérateurs syntactiques avec ce taux, cette invariance C. Lorsque les objets sont redimensionnés, requantisés pour être recréés à l'intérieur de cet univers statique, ils le sont avec un constant qui réside dans la syntaxe globale. Donc, c'est la syntaxe globale dans son ensemble qui définit comment, de manière cohérente, les objets interagissent entre eux et permet d'être absorbés les uns avec les autres. Puisque ce taux de rétrécissement serait une fonction constante, syntaxe globale, invariante, donc distribuée globalement sur le système, et bien lorsque l'univers évolue et de manière interne, il est déjà devenu plus petit, vous réappliquez ce taux de transformation et donc le taux s'accélère, ce qui fait une explication duale de la constante cosmologique positive qui, elle, prédit que l'univers qui s'étendrait dans l'espace, cette extension s'accélérerait. Cette vision duale explique pourquoi il y aurait cette accélération de l'expansion de l'univers. Ce serait parce que ce taux d'invariance de l'absorption mutuelle qui se réapplique de manière constante sur des univers qui ont déjà été rétrécis. Et donc, il y a une accélération de cette séparation, de cette distance entre les composants. Vous interagissez de plus en plus avec les objets qui sont proches de vous, tandis que les objets plus loin deviennent de plus en plus distants, donc ont moins d'absorption mutuelle des syntaxes avec les objets qui se passent autour de vous. Ça crée une localisation de l'évolution de l'univers. La dualité conspansive, dont le rôle dans le CTMU est quelque peu analogue à celle du principe d'équivalence dans la relativité générale, constitue la seule échappatoire à une tour de tortue ectomorphique infinie. Si la géométrie perceptuelle de la réalité manquait d'une représentation conspansive double, tout mouvement nécessiterait un réseau spatial fixe ou un arrière-plan spatial ectomorphique nécessitant une explication propre, et ainsi de suite dans la tour de tortue. La conspansion permet à l'univers de s'autoconfigurer par rétroaction temporelle. Chaque cercle conspansif représente un potentiel d'événements correspondant à une certaine combinaison de lois et d'états, même après que l'un de ces cercles intrinsèquement intemporels se soit étendu intérieurement à travers de vastes étendues d'espace et de temps. Son événement, source, reste d'actualité pour tout ce qui interagit avec lui, par exemple un œil percevant l'un de ces photons. L'aspect clé de la conspansion, c'est le fait que plutôt que d'avoir un arrière-plan qui serait l'espace euclidien en physique newtonienne, qui serait l'espace de Minkowski pour la relativité générale d'Einstein, ou qui serait pour théorie des cordes des espaces de dimension encore supérieurs, l'arrière-plan spatial n'est pas cette nécessité ontologique extérieure à l'univers, mais l'espace devient intégré logiquement dans ces opérations syntactiques et donc les objets eux-mêmes réalisent l'évolution. Et puisque les objets, ce n'est que l'univers distribué par unité multiplex dans les objets, c'est l'univers lui-même qui évolue. Il n'y a pas cet arrière-plan spatial dans lequel dépendrait l'univers et qui ne caractériserait pas une manière qu'est l'univers de se déterminer intrinsèquement et d'évoluer. On évacue le problème d'une explication qui n'est plus autocontenue, qui dépend d'un espace. Et donc, chaque cercle conspansif reste atemporel. Si vous voyez un photon qui vient d'une étoile lointaine, ces photons a parcouru de vastes étendues d'espace et de temps. Il s'est absorbé mutuellement avec un ensemble énorme d'autres opérateurs syntactiques. L'événement source de l'émission du photon reste d'actualité, reste conservé. L'événement source était considéré le même jusqu'à ce qu'il interagisse avec l'œil qui voit le photon. Dans le même temps, la conspansion confère à la fonction d'onde quantique des objets un nouveau foyer à l'intérieur des objets conspansifs eux-mêmes. Sans elle, non seulement la fonction d'onde n'a pas de foyer, mais elle échoue à coïncider avec tout système de prédicats ou de lois de la physique évoluant logiquement. Éliminer la conspansion et la réalité devient un espace inexplicable rempli de lignes d'univers déterministes et la lourde charge de problèmes à laquelle on peut s'attendre lorsque la géométrie divorce de la logique. La fonction d'onde devient inclue dans cet opérateur syntactique qui a la même capacité d'extension et ensuite de réduction. Elle a un habitat naturel dans cet opérateur syntactique. Les lois physiques peuvent cohabiter avec cette fonction d'onde et donc être transportées dans cet opérateur syntactique qui est non seulement l'état spécifique de l'objet,
mais aussi l'ensemble des lois de l'univers qui définit les potentiels par lesquels l'objet va se combiner à d'autres objets pour déterminer de nouvelles syntaxes conformes aux lois globales de l'univers. Encore une fois, la dualité compensive, ça permet de rendre l'évolution des objets qui sont séparés dans un espace-temps complètement interne à des opérateurs syntactiques, donc ramener toute cette évolution à la logique, intégrer tout arrière-plan en relativisant cet arrière-plan en des relations entre des objets qui déterminent entre eux l'évolution de l'espace-temps au cours de leur évolution logique, ce qui permet d'avoir des explications logiques, intrinsèques et internes de ces espaces-temps. Là où la réalité est caractérisée par un monisme affectif d'aspect double, d'aspect dual, comme décrit ci-après, elle consiste en une unité d'infocognition reflétant un couplage distribué de syntaxe transductive et de contenu informationnel. La conspension décrit l'alternance de ces unités entre les aspects duaux, généralisés cognitifs et informationnels de la réalité, et donc entre la syntaxe et l'état. Cette alternance, qui permet les raffinements mutuels localisés de la syntaxe cognitive et de l'état informationnel, est essentielle au processus évolutif appelé récursion télique. La récursion télique requiert un autre principe basé sur la dualité conspensive, le principe de superposition étendue, selon lequel les opérateurs peuvent être simultanément acquis par plusieurs télons ou relations syntaxe-état spatio-temporellement étendues, impliquant des opérateurs génériques dans des événements potentiels et guidant leur décohérence de manière opportuniste. Notez que la conspension explique la flèche du temps en ce sens qu'elle n'est pas symétrique si on l'inverse. D'autre part, l'imbrication conspensive d'événements intemporels met tout le temps en autocontact simultané sans compromettre l'ordinalité. La dualité conspensive peut être vue comme la conséquence d'un type de symétrie de jauge par lequel seules les dimensions relatives de l'univers et de son contenu sont importantes. La conspension reflète un élément clé de l'évolution de l'univers dans CTMU, c'est cette alternance entre deux phases, une phase de potentialisation et une phase d'actualisation. Donc ça, c'est l'aspect général de la conspension, avec les deux phases qui, au niveau global de la réalité, sont l'incoversion, la projection de la réalité à l'intérieur d'opérateurs locaux, un aspect syntaxe dans les états, une actualisation donnée, et ensuite la conversion dans laquelle la syntaxe globale est redéfinie de manière descriptive, l'état redevient syntaxe. Ça, c'est les deux aspects généraux de la conspension, potentialisation et ensuite actualisation du potentiel, génération et ensuite intégration de ce qui est généré dans l'univers conformément aux syntaxes déjà établies. Donc, il y a une flèche du temps, il y a une accumulation de diagrammes de Venn, une accumulation d'états syntaxes au cours de l'univers, il y a ce temps qui s'établit, il y a cette alternance qui forme un varié conspensif, c'est-à-dire un varié dont les points sont ces opérateurs syntactiques qui contiennent la géométrie, c'est-à-dire que ce n'est pas comme un varié ou comme un espace euclidien ou un espace de Minkowski dans lequel le contenu, l'aspect logique, les opérations se produisent à l'intérieur de quelque chose d'externe qui serait l'espace, ou dans lequel il y aurait une expansion de l'univers. Tout est interne, tout se passe selon cette alternation qui est au niveau global l'inconversion, la conversion, l'inclusion topologique, donc inconversion et ensuite conversion qui est l'inclusion descriptive de l'univers à l'intérieur de lui-même, cette double inclusion qui permet d'intégrer cette UBT, ce potentiel de liberté pure en bande des télésis, de couplage d'état syntaxe, qui permet d'intégrer ce potentiel dans ces phases de potentialisation, ensuite de l'actualiser dans l'univers. Intégration progressive de ce potentiel à l'intérieur de l'univers, basé sur des télons qui guident l'interaction des éléments entre eux. Et cette conspension au niveau local, il y a aussi une façon équivalente d'avoir cette inclusion topologique et descriptive, qui sont l'expansion interne des opérateurs locaux qui absorbent mutuellement leurs voisins, donc qui créent cette potentialisation avec les autres opérateurs syntactiques, avec une géométrie interne qui est recapturée logiquement à l'intérieur de ces opérateurs syntactiques. Cette potentialisation devient une potentialisation commune, localisée, et qui se réduit, requantise. Donc, il y a cette physique quantique qui s'applique au niveau des particules, au niveau le plus local. Et donc, cette évolution locale devient le miroir de cette évolution globale. L'alternation entre topologique et descriptive, c'est un aspect fondamental de comment l'univers exploite cette liberté pure du BT, de la télèse non bornée, qui s'applique pour le métavers. Ensuite, la vitesse de la lumière C, etc., ça me semble être des identifications de comment ce processus global se met en place dans l'univers, de comment ça se transmet jusqu'aux particules et comment ça s'applique à la physique quantique, qui recrée ces phases d'expansion de l'univers, de potentialisation et ensuite de réduction qui ne sont pas probabilistes, puisqu'elles deviennent des opérations qui découlent d'une substitution du potentiel de l'univers qui se rétablit à l'intérieur de lui-même et
qui vise une optimisation progressive, une accumulation, une intégration de cette liaison bornée à l'intérieur des cycles expansifs au cours de l'évolution de l'univers, qui vise cette maximisation de l'utilité généralisée, de la somme sur l'avenir, et donc avec des télons qui prennent les états futurs, la flèche du temps futur, donc le principe de superposition étendue, qui met en contact le temps futur. Et donc quand vous avez des objets qui évoluent au cours du temps, ils déterminent l'état passé avec une prise en compte du potentiel futur, qui ensuite, la prochaine fois où l'objet va se déterminer, l'objet qui était laissé en liberté, guidé par des télons qui cherchent à guider l'état futur de l'objet, et ce potentiel qui est laissé libre, structuré par plusieurs acteurs, les télons guidés par la syntaxe globale avec des agents qui émergent. Ces télons peuvent guider les futurs états des temps qui sont optimisés en même temps que le présent est défini de ces temps futurs qui font partie de l'équation par superposition étendue, qui sont établis en filtrant le potentiel. Donc les objets refiltrent le potentiel, attachent de la télèse à mesure des cycle de conspansion, refiltre plus loin l'objet. Puisqu'on fait que filtrer logiquement l'objet de plus en plus, le passé reste comme état acquis. Donc toute syntaxe qui dépend du passé va contraindre le futur. La syntaxe qui dépend du passé, ça fait partie des contraintes qui sont déterminées par l'univers, les lois globales de la physique, etc. À chaque fois que l'univers se filtre avec des nouveaux cycles conspansifs, le passé est déterminé de plus en plus. Il détermine aussi de plus en plus son futur avec l'ensemble des syntaxes qui s'appliquent déjà sur les éléments du futur en superposition étendue, et aussi avec cette distribution de la liberté originale de l'univers qui est par image de distribution de l'univers, donc qui permet de distribuer la configuration de l'univers avec des libertés locales. Cette conspansion, qui est ce principe général d'évolution, qui dualise la vision classique d'évolution de l'univers avec cette vision interne avec des opérateurs syntactiques, se caractérise dans l'univers avec cette expansion de l'univers qui duellement est vue comme une restriction du contenu, puisque l'opérateur syntactique contrôle l'impact de l'espace-temps dans l'évolution des objets, et donc peut dualement configurer le rétrécissement des objets d'une manière covalente qui conserve les lois sans accroc pour l'agent local, disons, pas de rétrécissement local, de changement local des lois, mais un rétrécissement général du système, de la taille des contenus du système. Ça devient plus compliqué d'aller d'une planète à une autre vu que l'ensemble des systèmes se rétrécit dualement à l'expansion de l'univers. Donc pour moi, le fait que la conspansion Material Contraction qua Spatial Expansion, le fait que ce soit cet aspect-là qui est mis en avant, c'est peut-être l'aspect le plus macroscopique de la compréhension de cette conspansion. L'aspect dual de dire oui, le monde se rétrécit parce que les tailles sont que relatives et que sont portées par les opérateurs syntactiques qui posent les définitions de l'univers. Mais derrière la conspansion, c'est la nouvelle définition des points de l'univers qui ne sont pas des points vides dans lesquels des particules peuvent se déplacer ectomorphiquement, mais les points de l'univers, ce sont des objets, des opérateurs syntactiques qui portent les syntaxes en elles-mêmes, qui portent l'histoire de l'univers et qui porte les capacités de génération de nouvelles lois d'après ces cycles conspansifs de potentialisation avec la coinversion du point de vue global ou expansion interne du point de vue local et la quantisation, l'actualisation ou l'incoversion qui reconstruit l'univers avec cette nouvelle intégration de syntaxe et ainsi de suite. Et les applications avec l'intégration de l'espace de fond géométrique à l'intérieur des objets, l'intégration de ces éléments dans la configuration de l'univers qui redevient linguistique, qui peut être intégré dans la physique quantique avec ces deux phases de potentialisation, réduction, qui peut rendre compte justement de ce fonctionnement général selon ces supertautologies MAP, M égale R, MU, puisque on a le potentiel UBT qui par filtration se raffine au cours du temps. Il y a une raison d'être, ce langage auto-inclus qui est capable de configurer son utilité généralisée, qui est capable de se définir non pas par ce qu'il est initialement, mais par l'ensemble de ce qu'il est initialement jusqu'à ce qu'il est finalement. Donc ce processus qui se définit selon une forme de boucle et qui est en cours de définition, on peut lui donner une raison d'être, un médium, des mécanismes d'évolution qui expliquent comment cette réalité peut être auto-incluse et comment elle peut refléter l'évolution de l'univers, cette source de rationalité qui se présente comme la graine logique qui génère, configure et supporte la réalité telle qu'on la connaît, cette source dont la structure serait la structure de la réalité telle qu'on la connaît.